Bienvenue dans le podcast Agilou, le podcast de l'ESS et de celles et ceux qui la font. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro du podcast Agilou. On continue notre galerie de portraits toujours avec Lyon Positif aux manettes et on va continuer notre galerie de femmes et d'hommes engagés dans l'économie sociale et solidaire ou dans les transitions. Donc après Akin, Perrine, Agnès, Kevin, Grégory, Apolline, Céline, Nicolas et Emeline. Après avoir parlé d'insertion, de logement, d'urbanisme, d'alimentation, d'intelligence collective, d'endométriose, d'humour aussi et de politique publique, nous allons aussi aujourd'hui faire un passage par la politique, mais version nationale, avec Marie-Charlotte Garin, députée du Rhône. Bonjour Marie-Charlotte, députée écologiste du Rhône. Et quoi de mieux que de proposer un cadre comme la Fabuleuse Cantine pour l'enregistrement de ce podcast. La Fabuleuse Cantine, un restaurant créé par Eric, Boris et Julien, qui est aussi un tiers-lieu, ou une série de comptoirs culturels sur la base d'une cuisine anti-gaspi et dans l'objectif de passer de bons moments. On inverse la donne à la Fabuleuse Cantine, c'est-à-dire que plutôt que la cuisine qui passe sa commande et qui reçoit ses produits, c'est les produits qui arrivent et la cuisine qui fait la carte à partir de ces produits qui sont du coup majoritairement des invendus alimentaires. À Lyon, vous pouvez les retrouver donc ici, 107 rue de Marseille, à EVA, dans la Cité Éthique. Et vous pouvez aussi les retrouver dans des comptoirs culturels que sont le Théâtre des Célestins, l'Auditorium, l'îlot, le théâtre flottant qu'on voit sur les berges du Rhône. Profitez-en, ils ont plein d'événements. Allez sur leur site internet et vous pourrez bien vous amuser et bien manger du coup. Donc bonjour et bienvenue Marie-Charlotte, ici à la Fabuleuse Cantine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour te faire un petit rappel rapide, même si je suis sûr que tu as écouté tout l'épisode, en fait non, mais c'est pas grave, c'est aussi bien comme ça. C'est de parler des parcours plutôt que des projets de l'ESS pour permettre une meilleure identification et faire plus d'écho à des souvenirs, des déclics qui pourront ouvrir les portes de l'économie sociale et solidaire à plus de monde, et notamment à ceux qui pourraient en bénéficier. Sans aller trop dans l'intimité des invités et sans les brusquer, je vais essayer de comprendre ce qui a pu, dans l'enfance, l'adolescence et plus tard, le début de l'âge adulte notamment, forger des convictions ou des idées qui ont mené chacune et chacun à porter aujourd'hui des projets, des activités autour d'une réflexion sur l'impact social, sociétal ou environnemental, ou les trois, encore mieux. Alors, Marie-Charlotte, je commence souvent par évoquer la première rencontre. Donc moi, ce que je me souviens, c'est qu'on s'est croisés au début de ta campagne, en 2021-2022. Et en fait, moi, j'étais un peu habitué des manifs, mais les manifs du 1er mai, les manifs de la CGT, les mouvements sociaux auxquels j'ai participé plus jeune. Juste après le confinement, le Covid, je suis allé sur les marches pour le climat avec mes enfants et ma femme. Et j'ai été marqué par la jeunesse que moi, j'avais jamais rencontrée quand on va à l'arrière du camion de la CGT manger des merguez. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais essayer, avec ma petite expérience, d'aider cette génération-là. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de cette rencontre, mais voilà, l'idée, c'était d'aider cette génération-là à émerger ou à s'emparer des sujets ou des choses comme ça, ce que je pouvais faire. Ensuite, l'autre principe de ce podcast, c'est de prendre un peu de recul, un peu de lâcher prise. Donc, on essaye de pas trop se prendre au sérieux, parce que même s'il est question de fin du monde, on peut quand même prendre un peu de recul pour... Ouais, exactement. On peut prendre un peu de recul pour correctement analyser les choses. Et on va essayer, par des questions un peu originales, de faire des allers-retours dans ton parcours pour comprendre pourquoi tu fais ça aujourd'hui, s'il y a quelque chose à comprendre, parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps quelque chose à comprendre, mais parfois, il y a un petit fil à tirer quand même. Et c'est une discussion, c'est un échange. Donc, n'hésite pas à retourner les questions si à certains moments, t'en as marre, ou je vais trop loin, ou t'as juste envie de savoir. Il n'y a pas de problème. Donc, on va voyager dans ton parcours, mais avant, une question préalable, volontairement un peu provoque, mais c'est fait pour, par laquelle je commence, c'est si aujourd'hui tu devais te retourner sur ton parcours, qu'est-ce que tu dirais que tu as fait et qui a contribué à sauver la planète, l'humanité, ou les deux? C'est intense comme... Exactement, on commence tout de suite, on rentre dans le dur. C'est intense comme question. Je pense que moi, ce que j'ai fait qui a le plus eu d'impact, en tout cas, ça a été justement de m'engager pour être élue. Parce que depuis que je suis élue, depuis juin 2022, je reçois plein de messages de jeunes et de moins jeunes qui me disent nous aussi, on s'est engagés parce que justement, ton parcours, ça nous a dit qu'on pouvait y aller aussi.
Et cette semaine, très précisément, j'ai reçu un message d'une dame de 47 ans qui m'a dit que pour la première fois, grâce à moi, elle avait pris son adhésion donc, chez les écologistes, mais aussi elle est devenue bénévole au planning familial. Ok. Et je pense que ça illustre bien un peu les deux piliers de mon parcours, hein, côté écologie, environnement et puis droits des femmes. Et de se dire que si ça peut inspirer, moi je pense que pour faire face justement à la fin du monde, à la fin du mois, on a besoin d'avoir le plus de gens possible sur le pont. Et donc si ça peut avoir un impact, bah, je prends. Et tu pensais que ce serait un effet de ton élection ou ça, tu l'as pas vraiment calculé? Je pense que j'avais quand même conscience de l'impact des représentations, en vrai. Parce que moi, j'y suis allée parce que justement, il n'y avait pas assez de jeunes et pas assez de femmes en politique, et notamment à l'Assemblée nationale. Et moi, c'est un peu ça qui m'a donné envie d'y aller, ce côté, bon, bah, on n'y est pas, on y va et on va aller un peu soit tout casser, soit bouleverser au moins un peu les codes. Et donc, je savais, mais je pensais pas que ça me toucherait autant, quoi, de recevoir les messages de ces personnes. Et puis, en fait, de voir que ça inspire pas que les plus jeunes, ça inspire aussi bah, une génération quarantenaire, cinquantenaire qui aussi s'engage en se disant, bon, bah, il était temps, mais je l'ai fait grâce à vous. Et ça fait franchement plaisir. Ok, très bien. Alors du coup, comme on va entamer notre voyage dans ton parcours, j'essaye de poser des questions qui permettent aussi de s'imaginer les choses. Donc la première, c'est on part de l'enfance, c'est est-ce que tu as une odeur, une couleur ou un bruit, un son qui pourrait résumer ton enfance? Alors, je vais te répondre sur la couleur et l'odeur, je crois. Il n'y a pas de problème. La couleur, c'est le bleu ciel. Le bleu ciel. C'était ma couleur préférée absolument. D'accord. Parce que je pense que j'aimais beaucoup le ciel et que j'étais une gamine qui passait beaucoup de temps dehors. Moi, j'ai grandi à la campagne toute mon enfance. Et je crois qu'il y avait un appel aussi de la liberté quoi, dans cette couleur du ciel et d'étendue comme ça. Et puis l'odeur, c'est l'odeur de la fleur d'oranger. Ok. Ce qui est un peu spécifique, quoi. Bah ouais. Moi, j'ai grandi à Chypre quelques années quand j'étais petite. Et puis, on a une famille qui a des origines grecques, des origines italiennes, enfin un lien très fort avec la Méditerranée. Et quand j'étais petite, la tisane du soir, c'était de la tisane à la fleur d'oranger, ce qu'on appelle le café blanc au Moyen-Orient hein, pour aider à dormir. Et ça, c'est vraiment un peu la petite Madeleine de Proust, quoi, qui moi, dès que je sens, ça me ramène en enfance directement. L'huile d'olive pour le salé et la fleur d'oranger pour le sucré. Exactement, j'aime bien dire que j'ai de l'huile d'olive qui coule dans mes veines. Très bien. Bon, alors plus tard, après l'enfance, il y a l'adolescence, qui est une période qu'on vit plus ou moins bien. Plutôt moins, parce que c'est quand même la période où on cherche nos repères. Et c'est aussi la période où il y a les premiers groupes sociaux qui se forment, malgré nous, on aimerait que ça ne se passe pas comme ça, mais malgré tout, ça se passe. Donc, il y a les skaters, les geeks. Moi, à mon époque, il y avait les fans de métal, les baggy, tout ça. Toi, est-ce que tu appartenais déjà à une catégorie ou pas spécialement, où tu as essayé, où tu avais conscience de ça et tu as essayé de t'en détacher? Moi, j'étais dans un lycée sportif, donc nous, c'était un peu le cliché avec les il y a les handballeurs. sportifs aussi. Voilà, c'était vraiment un gros cliché de série américaine. Je pense que j'avais du mal, moi, justement, avec cette notion de groupe. Ok. Bon, je faisais un peu partie des intellos parce que j'avais des bonnes notes, mais intello quand même socialement accepté, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je me baladais entre les groupes, donc j'avais plusieurs groupes de copains et j'étais un peu le papillon, quoi, qui avait aussi bien des copains chez les sportifs que chez les geeks, que chez les intellos, que chez les laissés pour compte aussi. Donc ça me fait rire parce que je crois que c'est encore assez cohérent aujourd'hui où j'ai des amis très variés. Et puis pour le coup, si on tire le fil jusqu'à l'Assemblée nationale, moi je parle à tout le monde en fait et je trouve ça intéressant de se dire que c'était peut-être toujours dans ma personnalité, en tout cas ça continue à vivre même dans l'arène politique quoi. Ouais. Et puis, de toute façon le rythme de la vie politique fait que des fois on peut pas se mentir tout le temps quoi. On est obligé d'être comme on est dans la vie aussi. Et du coup, est-ce qu'il y avait déjà des engagements à l'époque au collège, délégué de classe, délégué du collège ou du lycée? Ouais, gros cliché. Gros cliché parce que... Finalement, groupe un peu quand même. Oui, c'est du ça. Coup. Non, j'étais déléguée, puis au lycée, j'étais déléguée des délégués, quoi. C'est AVL? Ouais, c'est ça. Conseil académique de la vie lycéenne. Exactement. Puis j'avais lancé aussi le journal du lycée pour essayer un peu de faire des actions, de dynamiser la vie associative du lycée. Donc, ouais, gros cliché. Ça a commencé pas dans le berceau, mais presque, quoi. Ok. Et du coup, pour donner une teinte aussi à ton adolescence, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un artiste? Alors, on parle beaucoup de musique ici, c'est volontaire parce que moi, c'est un truc que j'essaie de mettre en avant. Est-ce qu'il y avait un artiste, un album, une musique, même un plaisir coupable, qui peut résumer ton adolescence un peu? Du coup, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à choisir des groupes, donc j'écoutais vraiment de tout. Mais je réfléchissais à cette question et je me disais que je crois que si je pouvais résumer un artiste qui m'a pas mal marqué un groupe, c'est The Killers. Je sais pas si tu
tu connais, ouais, tout à fait. avec la Mrs. chanson hyper Brightside. connue, exactement, Mr. Brightside, et il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment très belles. Et du coup, ça m'a fait réécouter une de leurs chansons qui s'appelle All These Things That I've Done, donc toutes les choses que j'ai faites. Et dedans, il y a une phrase super belle qui dit I've got a soul, but I'm not a soldier. Donc j'ai une âme, mais je ne suis pas un soldat. Ouais. Et je crois que ça marque un petit peu un décalage entre tout ce qui nous pousse à être hyper productiviste, à hyper avancé, à être dans les codes et un peu rentrer dans l'armée. Et de se dire, peut-être que si on s'attache à l'âme et un peu ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Et après, c'est aussi un groupe qui nous donne plein d'opportunités de chansons très dramatiques quand t'es adolescent, donc c'est assez parfait. Et qui a beaucoup d'énergie en même temps. Enfin, c'est un groupe un peu mélancolique, mais avec des chansons rock, très rythmées. Indie, pas mal. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que ça fait écho à un podcast que j'écoutais avec Guillaume Meurice, qui justement disait, notamment par rapport à l'écologie, il disait, en fait, c'est dommage, parce que le gouvernement, par exemple, nous demande de faire des efforts sur l'écologie, alors qu'il dit, mais c'est tout l'inverse. Faut arrêter de faire des efforts. Faut arrêter de se lever à 6h du matin pour aller fabriquer un truc qui n'a aucun sens. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une petite piste là déjà. Ouais, il y a plein de liens là-dedans. Et puis, effectivement, tu as des chansons qui sont hyper dynamiques, hyper rythmées, qui vraiment te font te lever le matin en ayant la patate. Et puis, tu as des chansons hyper douces, hyper mélancoliques. Et puis, ça parle de tout, quoi. Ça parle de la vie. Et donc, quand tu es ado, c'est trop facile de pouvoir s'identifier à tout ça, quoi. Bon, puis là, on a fait un lien entre Guillaume Meurice et les Killers. Je suis pas sûr que tout le monde y ait pensé. Et donc, il y a la fin du collège, le lycée, le début des premières expériences d'adultes. Et notamment, c'est aussi l'époque où on a les premiers souvenirs de prise de conscience que le monde ne se résume pas à nos parents, nos copains, notre lycée ou collège ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, tu as un souvenir, souvent un fait d'actualité, un truc comme ça, qui t'est dit « Ah ouais, il y a d'autres choses qui m'entourent ». C'est un cas un peu particulier, moi, dans ma famille, c'est que moi, je suis fille de journaliste, et de journaliste plutôt international, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai grandi là-dedans, connectée au monde. Donc, j'ai pas le sentiment d'avoir eu d'un coup une prise de conscience, parce qu'en fait, on baignait là-dedans, on regardait les infos tous les jours, on débattait vachement de tout ce qui se passait dans l'actualité. Mais après, en réfléchissant, je me dis que quand même, il y a des crises géopolitiques qui m'ont marqué plus que d'autres. Tout à fait. Et puis, en fait, on avait une maison qui était hyper ouverte, donc qui accueillait plein de gens. Tu vas d'accueillir des réfugiés palestiniens, des réfugiés arméniens, et du coup, ça brassait beaucoup. Mais je sais que typiquement, tu vois, les printemps arabes, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Et c'était peut-être plus une conscience d'un monde qui est plus grand que soi, mais en tout cas une conscience politique, quoi, qui commençait à se former à ce moment-là. Et c'était... C'est un sujet que tu as un peu creusé, quoi, par exemple. Ouais, que j'ai un peu creusé, et que après j'ai d'ailleurs travaillé sur le Moyen-Orient pendant mes études, donc ça... Et puis en fait, ça a fait le lien avec ce que je te disais avant sur le lien de ma famille aussi à cette région du monde. Donc c'était assez cohérent, mais on a toujours été hyper connectés au monde, donc... Ça n'a jamais été une découverte, tu vois, en sortant du cocon de l'adolescence, de se dire « Oh là là, il y a un monde qui est plus vaste que soi ». Je pense qu'il y a plus été une découverte, c'était justement d'un coup être confronté au monde très franco-français, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. À l'inverse, est-ce qu'il y a un truc très local, ou un fait d'actu aussi peut-être très local, toi qui as baigné dans l'international, où tu t'es dit « Ah ouais ». Mais il se passe aussi des trucs chez mon voisin, quoi. Ça, on l'avait aussi, parce qu'en fait, gros cliché, on était d'une famille hyper investie, tu vois, qui allait faire les poubelles des supermarchés pour nourrir les gens qui n'ont pas de quoi se payer à manger dans les banques alimentaires le week-end. Donc, en fait, on était hyper conscients de tout ça et des inégalités. Par contre, moi, les inégalités, je les ai politisées en quittant chez moi. Tu vois, il y avait plutôt le côté de on fait ce qui est juste, on fait ce qui est bien pour investi, notre voisin. Mais pas militant, la famille. Exactement. Très bien. Et puis politique, mais pas partisan aussi. Tu vois, une conscience du monde politique, mais pas d'attachement partisan. Et ça, il n'y a pas besoin tout le temps d'être militant ou partisan. Non. Et puis ça n'empêche pas d'agir de toute façon. Moi, aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il y a une importance et une urgence à reconnaître ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Et en fait, tout est politique. Tout à fait. Et c'est trop facile de se dire, oh, bah non, ça c'est juste une histoire. Je fais pas de politique. Je fais pas de politique, ça n'existe pas pour moi. Et donc ça, c'est venu après. Mais ça a été plutôt ce truc. En plus, donc moi, je suis arrivée pour mes études à Sciences Po à Paris. Et en fait, d'un coup, je me suis retrouvée dans un univers qui était très franco-français, qui était hyper politisé, partisan, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et ça a été un apprentissage un peu rude, quoi, de tout ça. Et puis de se dire que moi, j'avais pas du tout conscience. Moi, je suis à Sciences Po pour faire des études pour travailler à l'international. Donc, j'avais pas du tout ces enjeux-là en tête. Aussi le côté un peu élitiste, très carriériste, etc. Parce que moi, j'ai des parents qui m'ont jamais mis la pression. Ils disaient, tu feras ce que tu voudras, l'important, c'est que tu le fasses bien. Et ce qui est une richesse et qui t'offre une grande liberté, quoi. Bien sûr. Et du coup, moi, je suis arrivée un peu en toute innocence à Paris, en venant d'Ardèche. C'était intéressant.
Et du coup, justement, est-ce que, parce que c'est un peu la suite de toute façon des questions, donc après, quel est ton parcours après, on va dire à partir du bac, même si le bac n'est pas un passage obligatoire pour tout le monde, il y a plein d'autres formations, notamment les formations professionnalisantes qui se passent de bac, où on passe le bac un peu plus tard et qui sont très importantes et utiles pour notre société. J'en profite pour le dire parce que c'est vraiment une marotte pour moi, c'est attention, toutes les formations se valent. Et à la fin, on a autant besoin d'un plombier que d'un chercheur. T'es d'accord avec mes parents, du coup? Bah non, mais oui. Non, mais en fait, j'ai vécu une expérience il n'y a pas longtemps, les World Skills. Je sais pas si tu as entendu parler, des finales nationales de l'année dernière où j'étais juré. Et, c'est hyper impressionnant. Bah en fait, je le savais déjà un petit peu, mais ouais. Mais tu vas dans un niveau d'excellence, justement dans les compétences. Ouais, mais du coup, l'excellence, elle est valable pour tous les métiers, bien pour toutes les carrières, et pas que pour les gens qui vont à l'université ou dans les grandes écoles ou quoi que ce soit. Donc en fait, ce qu'on nous fait encore miroiter, enfin je sais pas aujourd'hui ce qu'on fait miroiter aux enfants quand ils arrivent en fin de collège, au moment de l'orientation, mais bon bref, l'idée, c'était de glisser ça. Il n'y a pas de formation dévalorisante. Il n'y a que des chemins que chacun doit trouver. Donc, ton parcours, c'est donc le bac, mention. Oui. Dans le groupe, normal, dans le cliché. J'ai bien fait le cliché, mention très bien. Voilà. Bac S ou ES, du coup? ES. Enfin, c'était ça encore pour toi? On avait L aussi. Et puis, oui. Moi, j'étais tentée de faire L parce que j'adore les mots. Mais non, je suis allée en ES et je me suis éclatée. Et je pense sincèrement qu'on a un enjeu aussi à enseigner à nos jeunes tous les enjeux, justement, de l'économie parce que ça nous offre une grille de lecture du monde que, du coup, mes camarades n'avaient pas forcément en étant en L ou en S. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne, le lycée. Mais en tout cas, moi, j'avais trouvé ça hyper passionnant, quoi. Ok. Donc, le bac, Sciences Po Paris. T'as fait toute ta scolarité post-bac à Sciences Po Paris? Ouais, j'ai fait toute ma scolarité post-bac à Sciences Po Paris parce qu'en fait, moi, en allant à Sciences Po, ce que j'avais en tête, c'était leur école des affaires internationales. Parce que je voulais travailler à l'étranger, un peu renouer avec le côté nomade globetrotter de mes parents. Ce qui est assez drôle, du coup, quand tu vois mon parcours aujourd'hui où je suis hyper implémentée à Lyon, quoi. Ouais. Mais c'était ça que j'avais en tête. Donc pour moi, quelque part, la licence, c'était pas accessoire. Mais mon but, c'était d'arriver au master, quoi. On est à l'école des affaires internationales. Et c'était une période intéressante, du coup, un apprentissage et une ouverture sur d'autres choses que ce que moi j'avais connu jusqu'à maintenant. Une année à l'étranger que moi j'ai faite en ONG qui aidait les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes en situation de handicap. Donc plutôt côté ONG que corps diplomatique, l'idée. Et pourtant, je me suis posé la question du corps diplomatique, parce que moi, j'ai eu un grand-père qui a été diplomate. Donc forcément, ça irrigue un peu l'histoire familiale. Oui, puis le concours du MAE, pour ceux qui sont passés par le cursus-là, le ministère des Affaires étrangères. C'est quand même un concours qui a sa petite réputation. Ouais, et en fait, quand j'hésitais entre les deux, j'ai discuté avec un ami de ma famille qui est diplomate, qui me parlait de à quel point, en fait, tu dois obéir à ton ministre. Ah. Et en fait, c'est ça qui m'a fait ne pas vouloir... obéir dans la phrase, ça va pas être possible. Je pense que c'était l'attachement à la liberté, en disant, tu vois, la couleur bleue du ciel. Ouais. Mais c'était vraiment ça, quoi. Ce truc de se dire, moi, je veux rester libre. Et donc, je veux pouvoir avoir une parole libre, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi de pas passer de concours et de pas devenir fonctionnaire. En tout cas, rentrer dans le corps diplomatique. Et du coup, je me suis tournée vers les ONG et j'ai fait un master en développement international qui était passionnant parce qu'en gros, à Sciences Po, à l'école des affaires étrangères, des affaires internationales, tu as 70% d'étudiants étrangers et 30% de Français, quoi. Et souvent, les étudiants étrangers, ils ont déjà bossé et ils reviennent faire leur master. C'est très franco-français de faire licence, master et puis d'aller bosser, alors que c'est vachement enrichissant de se dire, bon, bah, tu fais ta licence, tu vas prendre une expérience pro, puis après, tu reviens chercher ce dont tu as besoin en master. La fameuse année de césure. Eux, c'est même pas de la césure. Eux, c'est vraiment, ils bossent parfois plusieurs années. Donc, j'étais avec des élèves qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Et en fait, les élèves étaient aussi enrichissants que les professeurs dans les cours. Et c'était passionnant. Je me suis formée, tu vois, à la gestion de projet pour bosser, du coup, en ONG. Ce que j'ai fait, du coup, directement après mes études. Tout de suite après, donc, t'as bossé tout de suite après l'obtention de ton master? Ouais, j'ai pas fait de césure et puis j'ai enchaîné directement. Moi, j'ai des parents qui sont un peu plus âgés, donc il y avait aussi l'idée, tu vois, de prendre mon autonomie pour leur foutre la paix, qu'ils puissent un peu profiter de leur retraite tranquillement. Et du coup, je suis arrivée à Lyon pour travailler pour Handicap International. Et là, je bossais contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. Et franchement, c'était un premier job, mais passionnant. C'était vraiment trop bien. C'était... Je suis hyper reconnaissante, tu vois, d'avoir eu le droit à cette première expérience professionnelle qui était tellement enrichissante, quoi. Donc là, normalement, c'est la question où je te demande quel est ton déclic pour t'engager pour
une cause sociale, environnementale ou quoi que ce soit. Bon, bah là, on en a déjà balayé quelques-uns des déclics dans ton parcours, donc je vais pas te faire cette insulte-là de, de te demander ton déclic, mais plutôt pour déporter un petit peu, puisqu'on ne peut pas ignorer que tu es député, à quel moment tu t'es dit, tiens, ça passe par ça? Bah, du coup, moi, dans la continuité de un peu mon enfance, mon adolescence, quand j'étais à Sciences Po, j'étais engagée dans l'association de solidarité de Sciences Po, tu vois. Donc, on organisait les collectes alimentaires, vestimentaires, les dons du sang, les cours aux personnes migrantes, les maraudes, tout ça. Donc, j'étais à fond dans le social. J'étais dans mes petits pas un peu environnementaux, tu vois, dans ma vie du quotidien. Et en fait, à la fin de mon master, au mois d'août, il y a un ministre qui démissionne en disant « les petits pas, ça suffit pas ». Ouais. Et moi, c'est le moment où j'arrive à Lyon, donc c'est le début d'une nouvelle vie. Et je me dis, en fait, c'est pas possible, quoi. Il faut de l'organisation collective et politique. Et donc, c'est un peu ce déclic-là de se dire, il faut arrêter de rester dans nos petits précarés, tu vois, de bien tenir le rang, justement, et de faire ce qu'on peut. Et c'est un peu la force aussi du système capitaliste, hein, de nous avoir fait croire que la responsabilité, elle était uniquement individuelle, et que donc ça reposait sur la culpabilité des gens. Ouais, et puis arrêter, couper l'eau quand tu te brosses les dents, tu vois. Enfin, on va pas révolutionner le monde comme ça. Et c'est à ce moment-là que du coup je m'engage en politique parce que j'acquis la conviction qu'il faut absolument que ce soit collectif et que ce soit politique. Ok. Et c'est marrant parce que ça fait écho à deux invités avec qui on a pas mal parlé de politique. Hakim, le premier, avec qui j'ai un débat éternel sur mais pourquoi lui me dit pourquoi je traiterais mes déchets. C'est un peu provoque, hein, il le fait, mais je vais pas lancer une réputation là. Mais il me dit pourquoi je traiterais mes déchets alors que Bernard Arnault, en 2 secondes, il détruit tout ce que moi je ferais d'un point de vue environnemental sur la vie. Et autant la théorie du colibri a ses limites aussi, autant l'idée c'est de le faire pour soi avant tout et pour ce qu'on peut éventuellement inculquer à des enfants si on en a, ou juste par tâche. C'est-à-dire que si moi je le fais, peut-être mon voisin va le faire et ainsi de suite. Et c'est un débat qui est difficile en fait à argumenter aujourd'hui quand tu es dans le concret des gens et en particulier quand tu vas tomber dans des familles qui sont dans des formes d'urgence où il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de réfléchir à ces trucs-là. Donc effectivement, le fait de s'en emparer en passant par le politique qui peut te donner la chance d'avoir un impact plus large à un moment donné, et ben je suis content que tu aies choisi cette solution parce que par rapport à l'origine et à ce qu'on veut dire à travers ce podcast, c'est aussi important de se dire que tout ce qu'on fait qui appartient du coup au champ de l'ESS et qui défile derrière ce micro, l'économie sociale et solidaire, ça doit avoir une importance sur la loi, puisque en fait on en revient à ça, parce que s'il n'y a pas de loi à un moment donné, s'il n'y a pas de facteur contraignant, bah effectivement un Bernard Arnault va pouvoir s'échapper, tandis que mon pote Hakim, il ne pourra pas s'échapper. Ouais. Et puis la loi, c'est la traduction de notre modèle de société. Exactement. Et j'ai lu quelque part que dans le conte originel du colibri, en fait ce qui se passe, c'est que ça va plus loin, c'est que le colibri, il arrive à faire bouger les pélicans. Tu vois, qui ont des énormes becs et qui peuvent transporter beaucoup d'eau. Et je trouve qu'en fait, ça fait relativiser un peu justement le poids de la conscience individuelle, de se dire, en fait, il ne s'agit pas juste de faire sa part, c'est comment est-ce qu'on arrive à bouger tout le monde pour que tout le monde fasse sa part. Et bon, bah, typiquement dans le cas de Bernard Arnault, ça passe par la contrainte et donc par la loi pour réguler, parce que sinon, on voit bien qu'en fait, on a beau demander gentiment à ceux qui s'en mettent plein les poches d'agir dans le bon sens, ils ne le font pas. Et puis on sait que ça ne suffira pas. Ouais, c'est clair. Plus. Donc, on le disait, tu as un parcours qui est un peu particulier, puisque c'est pas tout le monde qui devient député à moins de 30 ans en plus. On n'est pas tout à fait à mi-mandat, mais presque. L'année prochaine, 2025. Est-ce que tu peux nous résumer ton expérience en quelques mots pour l'instant de ce que tu as vécu ? Hyper intense, parce que un peu un tourbillon, et puis tu le disais, moi je suis devenue députée hyper jeune, je m'y étais pas préparée depuis 10 ans, ni même 5 ans, et il y a un vrai coup d'entrée. Et ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on ouvre les portes pour que tout le monde puisse le faire, parce que moi, tu vois, j'ai fait Sciences Po, j'ai un bagage socio-économique, culturel, qui fait que ça va, mais en fait c'était quand même hyper dur. Donc ça pose la question de comment est-ce que les personnes qui sont encore plus éloignées de la vie politique, elles peuvent aussi rentrer à l'Assemblée nationale. Bon, on peut dire que toi, t'es rentré en mettant un coup de pied dans la porte tout de suite. Bah, j'ai essayé. Mais ça pose plein de questions quand même. Tu vas te dire qui peut faire ça et donc à quelles conditions, avec quel accompagnement. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle. Et du coup, je pense que c'est bien de le rappeler que c'est toujours une aventure collective parce qu'il y a notre tête sur l'affiche, mais en fait, on a des gens qui, nous aident à être élus. N'oublions pas les collaborateurs d'élus. Et après, il y a les collaborateurs d'élus qui font un job absolument exceptionnel et sans qui, très clairement, on ferait peut-être 10% de ce qu'on fait. Et après, je pense que il y a eu cet énorme contraste, tu vois, d'arriver... bon, moi, j'étais déjà engagée au niveau local à Lyon, avec l'exécutif, donc dans la majorité, aux manettes. Et là, d'un coup, tu te retrouves député d'opposition. Et il y a 2 choses qui me frappent. La première, c'est que moi, mon éco-anxiété,
augmente et elle passe le mur du son quoi, depuis que je suis élue Ok. d'opposition, parce qu'en fait, Ok. je suis vraiment confrontée à l'inaction et à l'absence de volonté politique, mais au premier rang, tu vois, tous les mardis en question au gouvernement, t'entends les sottises qui nous balancent. Hmm. Et après, je pense que c'était ce côté... tu vois, je me souviens d'une fois dans l'hémicycle, au début, où j'étais là et je me dis, oh, ils sont tous fous en fait. C'est-à-dire, mais c'est du théâtre, quoi. Les gens sont campés sur leur position, et là, tu te dis, l'état de notre démocratie en France, franchement, il est vraiment délétère, quoi. Et là, on va rentrer dans le spécifique parce que je me dis ça, notamment que l'Assemblée nationale n'est pas représentative des Français, mais l'a-t-elle été un jour, réellement? Ça manque d'ouvriers, ça manque de femmes, ça manque de diversité, voilà. Mais est-ce que cette politique... Enfin, pour moi, aujourd'hui, la politique nationale n'a plus rien à voir avec la politique locale. La preuve, c'est que techniquement, les partis qui dominent l'Assemblée nationale ont beaucoup, beaucoup de mal à gagner des élections locales. Ils ne gouvernent pas de ville, enfin, ou très peu. Ils ne gouvernent pas de région, pas de département, voire même les partis qu'on a pointés du doigt à un moment donné, je pense au PS par exemple, gouvernent encore la moitié des régions, un tiers des départements, les 10 plus grandes villes de France, dans des alliances un peu plus larges de gauche et écologistes. Et du coup, je me dis, est-ce que finalement, ça ne va pas repartir de là? Est-ce que toi, tu sens cette différence ou est-ce que tu te dis aussi, attends, ce qui se passe à l'Assemblée, alors tu l'as dit un peu, c'est un théâtre, mais est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose qui existe en local qui est rassurant quelque part sur cette crise démocratique? Je pense que ça dépend des territoires. Parce que Ok. typiquement, si on prend la région Auvergne-Rhône-Alpes, on se dit pas que c'est rassurant en termes de santé démocratique quand on voit l'autoritarisme de Laurent Wauquiez. Enfin, c'est plutôt très inquiétant à l'échelle de régionale. l'institution de la région. Ouais. Mais il y a des villes comme Clermont, Oui, Lyon, mais par contre, ça fait Grenoble. écho quand même, parce que ça, Ouais. veut aussi, ça dit aussi quelque chose de la mainmise d'un homme sur tout Ouais. un tas de territoires Ok. qui sont très dépendants économiquement, donc qui peut-être n'auront pas la liberté de s'émanciper à un moment. Après, il y a effectivement des lueurs d'espoir, quoi, avec certaines villes de gauche notamment et des conseils départementaux. Je pense que notre rôle, du coup, au niveau local, c'est de faire ce travail de redonner confiance. Que moi, Ok. j'essaye de faire au niveau national, quoi, mais de se dire, si on veut que les gens se réconcilient avec la politique et qu'ils aillent voter, à un moment donné, et qu'ils y croient en allant voter et qu'ils votent pas juste utile ou pour faire barrage, bah, ça veut aussi dire être dans l'exemplarité dans notre gestion des villes au niveau local et dans une forme d'incarnation de la responsabilité politique qui parle aux gens et pas qui Ok. les dégoûte, parce qu'aujourd'hui, ça les dégoûte. Donc plutôt une politique locale, plutôt positionnée à gauche pour toi. Bah oui. Non, mais je le dis forcément parce que on en parlait avec Perrine précédemment, qui elle a beaucoup marqué aussi son parcours sur le fait de s'affranchir politiquement de ses parents. Et du coup, c'est marrant parce que si on en revient à l'origine de la gauche et de la droite, c'est juste après la Révolution, enfin c'est au moment de la Révolution, justement la droite c'était le local, l'hyper proche, et la gauche c'était l'universalisme. Et là, on se rend compte que justement, il y a cette bascule-là, Ouais. que petit à petit, l'ESS, qui est une idéologie qui est partie de la gauche, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il y a une ESS de gauche et de droite, ce serait n'importe quoi, mais en tout cas, c'est parti quand même d'une idéologie de gauche et qui met en avant l'économie locale, avant tout l'économie locale. Et du coup, on a cette espèce d'inversion de paradigme. On est dans du spécifique, là, on est de retour à Sciences Po, je pense. Mais du coup, je trouve ça marrant. Et le fait que, par contre, la droite, qui est pro-économie capitaliste, qui nous vient d'ailleurs, donc l'universalisme, quelque part, on est en train de vivre cette espèce d'inversion des choses, où être de gauche, c'est être local, et être de droite, c'est être universaliste, alors que c'est pas du tout comme ça que c'est né. Ouais, bien sûr. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose, mais je trouve ça marrant parce que du coup, on se rend compte, enfin, ça bouleverse quand même les codes. Quand tu penses aux figures de la gauche, que sont Jean Jaurès, Léon Blum, etc., qui étaient des grands universalistes, et ben du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut appliquer de ce qu'il disait à ce qu'est les partis de gauche ou les gouvernants de gauche qui sont très ancrés dans le local? Après, je pense que tu as quand même aujourd'hui des personnes de droite qui commencent à se saisir bien de, sûr, ces enjeux. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça les pousse forcément à constater les limites d'un système qui défend par ailleurs, qui est ultra-libéral. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, c'est un principe de réalité aujourd'hui, l'ESS. Oui, bien sûr. Enfin, c'est de se dire, en fait, on ne peut pas s'en passer. Un problème, une solution. Oui, bien sûr. Et aussi, on se confronte aussi à comment est-ce qu'on redynamise des viviers locaux. Donc forcément, ça parle aux gens parce qu'on a immensément perdu en termes d'industrie, en termes de force de production. Et donc forcément, ça vient parler. Et là, c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on est obligé justement de garder ce paradigme hyper local. Parce qu'en fait, c'est aussi autour de cela que vont s'organiser les solidarités face aux crises à venir.
Et d'un autre côté, moi je revendique quand même, en plus nous chez les écologistes, on est quand même très connectés au monde et très attachés quoi, aux relations internationales, de se dire qu'on a des solidarités qui sont internationales. Bah oui. Ça ne veut pas dire qu'on relocalise pas notre économie le plus possible, notamment au regard de l'impact climatique que ça peut avoir, mais on reste dans un système de solidarité internationale parce qu'on sait que de toute façon, tout ce qu'on fait ici fait signe ailleurs et qu'au final, on est forcément dans un système global et que tout ça va devoir se mailler. Okay. Et peut-être la question, c'est comment est-ce qu'on crée une internationale de l'ESS, tu vois. Voilà, c'est sûr. Après, déjà, une nationale de l'ESS, ce serait déjà pas mal pour que ça irrigue tous les territoires français. Et après, peut-être, la prochaine étape. Mais ça doit exister. Enfin, oui, il y a forcément des réseaux de coopération. On en a parlé un peu avec Kevin, pour le coup, qui a cofondé le GRAP. C'est la suite du réseau altermondialiste. Oui, bien sûr. Logiquement. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, dans ton parcours, est-ce que tu pourrais nous donner ton échec, ou ton regret le plus fort pour l'instant, et pour compenser, pour quand même qu'on se réjouisse, parce qu'on est là pour ça, ta plus belle réussite? C'est hyper dur pour moi de pointer un regret. Ok. Dans le sens ça peut aller au-delà de ton parcours de député, par exemple. Oui, mais en fait, de manière générale, dans la vie, j'essaye de vivre de manière à ne pas avoir de regrets. Et, un truc où tu t'es dit, j'y croyais vraiment, et c'est pas passé. Après, dans le contexte politique dans lequel on est, tu vois, même quand on y croit vraiment, parfois ça passe pas. Ouais. Et du coup, on peut donner l'exemple de la réforme des retraites. Okay. On aurait pu se dire qu'on a mis des millions de personnes dans la rue, on a eu des dizaines de journées de mobilisation. Pas, et c'est passé. Ça passera pas et c'est pas passé, quoi, pour le coup. Et c'est clair qu'on a forcément cet espoir fou jusqu'à la fin de se dire qu'on peut y arriver parce qu'on a eu une force immense à nos côtés et c'est pas passé. Et du coup, ça dit quelque chose du temps politique dans lequel on est, une forme de passage en force perpétuel. Si je peux te parler des 49.3 ou mon premier budget de la sécurité sociale, parce que moi, je suis à la commission des affaires sociales. Ok. Tu bosses comme une dingue, c'est ton premier. Tu vois, moi, je me suis retrouvée chef de file sur le budget de la sécurité sociale. Ça faisait 4 mois que j'étais élue, c'était quand même un truc hyper intense. Et là, tu te dis, tu bosses comme une dingue, à fond. T'as des liasses comme ça d'amendements et de boulot. Et puis, paf, t'arrives, t'as même pas le temps d'étudier le texte, 49.3, c'est fini. Et là, t'as les boules quand même. Parce que tu dis, tu y as passé des nuits, de l'énergie, du temps, ton équipe a bossé dessus, et ça passe à la poubelle. Mais donc, et puis, c'est le défaut de ce que le président Macron a essayé d'instaurer quand il a été élu. C'est une forme de démocratie directe, mais genre hyper directe, avec une suppression des corps intermédiaires. Si on essaye de schématiser pour les gens, c'est-à-dire baisser le plus possible le poids des partis, des syndicats, des associations, etc., pour qu'il n'ait de compte à rendre, et du Parlement, du coup, et pour qu'il n'ait de compte à rendre que directement aux Français, qui a été à la fois sa plus grande force, mais aussi sa plus grosse faiblesse, et surtout sa faiblesse aujourd'hui, puisqu'on se rend bien compte que ce système de démocratie directe, ça ne marche que si on est le général de Gaulle, quoi, en quelque sorte. Oui, et puis tu vois, c'est quoi aussi de dire j'ai de compte à rendre tous les 5 ans dans les urnes, si en fait on sait très bien que la menace en face, c'est le Rassemblement National. Et c'est pas un vrai choix. Tu vois, c'est un choix forcément de notre régime avec un espèce de président de la République intouchable, élu au scrutin universel direct. Oui, c'était vraiment un truc pour De Gaulle. Voilà. Et on n'a plus de Gaulle depuis longtemps. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Et ça fait que se déliter depuis. Enfin, et puis parce qu'on va essayer de conclure autour de l'ESS ou de s'orienter autour de l'ESS, parce que sinon j'ai encore Thibaut qui va m'appeler, qui va me dire c'est pas de l'ESS ce que tu fais, mais l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est pas que des projets aussi, ce sont des intentions, des combats idéologiques, légaux, puisqu'il faut faire passer des lois. Et justement, là, on arrive au bout des effets de la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire, qui a été votée en 2014, il y a 10 ans. Donc je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel tu te lances un peu à l'Assemblée nationale ou quoi, parce que tu balayes déjà beaucoup de choses, et pour avoir un petit peu conscience de ces vies-là, je me doute qu'on ne peut pas tout faire non plus, et que des fois il vaut mieux se concentrer sur 2-3 choses plutôt que de s'éparpiller. Mais au moins essayer d'imaginer justement, c'est quand même quelque chose que tu maîtrises bien, l'économie sociale et solidaire, qui fait partie de ton logiciel politique. Si on devait l'imaginer pour dans 10 ou 20 ans, pour toi, qu'est-ce que ça devrait être, l'économie sociale et solidaire, à part un mouvement international, dont on a déjà parlé. À part l'international de l'ESS. En tout cas, ça devrait être un pan. Je pense pas être en capacité de dire que ça peut être toute notre économie. Parce que notamment, je serais bien en difficulté, tu vois. C'est-à-dire que tu crois pas que Total peut être de l'ESS un jour? Alors, Total, non. C'est hyper premier degré. Attends, quoi? Non, mais... il y en a qui y croient. Hein. En fait, ma limite, c'est... Je me questionne sur comment est-ce que l'ESS se confronte
aux questions industrielles. Ok. C'est un peu ça, parce que j'ai une hyper conscience dans le contexte actuel qu'on a vraiment besoin de ramener de l'industrie en France. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas de grands industriels qui se saisissent pleinement de se dire comment est-ce qu'on change notre modèle à l'aune de l'économie sociale et solidaire. Et peut-être que c'est ça la réponse, en fait. Ok. Peut-être que le pas d'après, pour moi, sur 20 ans, c'est, tu vois, on a engagé une vraie transition écologique et économique qui, en fait, irrigue du coup tous les pans de notre société et tous les pans de notre économie, justement. Et de se dire qu'à cette aune-là, l'ESS, du coup, prend pleinement sa place. Ok. Et peut-être qu'elle fait péter le plafond de verre. Et qu'elle va au-delà des initiatives très locales où, pour le coup, elle fleurit et il y en a partout. Et sur le territoire à Lyon, on a vraiment beaucoup de chance parce que c'est une vraie pépinière. Ouais, absolument. Et ça nous rend super fiers. De se dire que peut-être que l'étape d'après, tu vois, c'est une espèce de montée en échelle, c'est de se dire que l'ESS, elle s'intègre pleinement aux enjeux d'industrie. Ok. Et donc de production au service de la transition écologique. Et ça, pour moi, ce serait vraiment, tu vois, le point l'acmé de tout ça. Et du coup, il y a 2 exemples qui sont symptomatiques de ce que tu dis. Il y a le textile qui essaye de s'organiser beaucoup pour relocaliser, voilà, sachant avec quelques exemples lyonnais aussi. Et sachant qu'il faut, quand tu dis qu'il faut penser à l'échelle industrielle entre guillemets, il faut aussi se dire que c'est une industrie, mais qui aurait intégré l'enjeu de la transition écologique, qui est qu'il faut faire moins quand même. C'est-à-dire que le textile, il faut industrialiser, certes, mais il faut aussi arrêter d'acheter, je crois que la moyenne en France, c'est 7 ou 8 t-shirts par personne par an. Il faut peut-être descendre à 3 ou 4. Donc il y a aussi un côté pédagogique. C'est d'accompagner les consommateurs vers cette économie-là. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que l'idée, c'est pas forcément que tout le monde bascule dans l'ESS, mais c'est plutôt de servir de la carotte de l'ESS pour que toutes les entreprises bougent vers l'ESS. Et c'est important en plus de garder, je pense, un secteur militant quelque part, parce que c'est ça qui va faire le moteur de tout le reste de l'économie. Et il y a il y a un pendant qui est intéressant et qui est en train de bouger, c'est avec la fin des véhicules thermiques en 2035 en Europe, il y a comment du coup on produit suffisamment de batteries sans dépendre des Chinois, puisque aujourd'hui c'est quand même essentiellement eux qui produisent les batteries des voitures électriques. Et il y a des modèles de Gigafactory qui sont en train de sortir. J'en cite un parce que c'est un Lyonnais mais qui ne va pas construire à Lyon, c'est Pierre-Emmanuel Martin et Carbone, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette initiative, qui va construire un Fos-sur-Mer. Avec lui, il a dans l'idée, en plus, d'en faire un truc social, c'est-à-dire que dans l'idéal, quand cette usine tournera à plein, l'idée c'est que chaque ouvrier se verra équipé d'une voiture électrique qui branchera à l'usine, donc qui se chargera, et qui, quand il rentrera chez lui, il aura des maisons sur lesquelles il pourra brancher sa voiture, et du coup la voiture va alimenter les maisons. C'est son projet. Alors c'est pas pour tout de suite parce qu'il va falloir construire, mais il voulait s'inspirer des villages ouvriers qui étaient créés justement par ces grandes industries où ils logeaient, où c'est la boîte elle-même, l'entreprise elle-même qui logeait, et du coup ça crée une forme de fierté à une époque aussi où les ouvriers gagnaient bien leur vie, faut le rappeler quand même, mais ça crée aussi une forme de fierté et d'appartenance à l'entreprise et pas à la cause, mais au mouvement supérieur que l'entreprise dégageait parce qu'elle produisait. Et donc, du coup, il y a ce mouvement-là aussi qui est assez intéressant, je pense, à observer par rapport à ce que tu dis. Je ne sais pas si tu as suivi. Donc voilà, je conseille aux gens de suivre ces initiatives-là si elles souhaitent s'informer sur comment on fait de l'ESS à l'échelle de l'industrie, à l'échelle industrielle. Et ma toute dernière question, ça va être, du coup, en termes de politique, comment tu penses qu'on peut réussir une bascule, justement, sur ces questions-là ? Je me fais plus précis. Il y en a qui pensent que ça passe par un changement de régime, c'est-à-dire que c'est le régime politique qui ne suffit pas à impulser des dynamiques plus fortes, et qui s'oriente vers un régime à l'allemande, c'est-à-dire un Premier ministre désigné par l'Assemblée nationale, en gros, et plus de président. Et on élit les députés, on les met dans la boîte, on dit vous débrouillez, vous sortez avec un gouvernement, et ce gouvernement rend compte devant les Français. Ou non, c'est pas un problème mais de régime politique, mais un problème d'engagement en politique. Après, ça peut être une autre version encore. Hein. Je pense que moi, j'irais plutôt sur une troisième voie, que c'est aussi une question de couleur politique, en fait, et de projet politique. Alors, je te rejoins sur ton dernier point. Oui, on a un vrai sujet d'engagement en politique, hein, dans le sens où si on avait peut-être plus de monde sur le pont, et peut-être aussi des acteurs de l'ESS qui reconnaissent de manière un peu ouverte, tu vois, que leur projet est politique, en fait. Bien sûr. Pour moi, c'est politique, en fait. Bien sûr, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour moi, c'est hyper important de l'assumer. Je pense que, on a besoin d'un changement de majorité, en fait, à la tête de l'exécutif, pour qu'on ait des gens qui, justement, aient, comme tu le disais, tu vois, l'ESS dans leur logiciel politique.
et pas juste comme un espèce, tu vois, un peu comme la RSE, tu vois, un petit truc bon point, un peu vert, sympa à mettre sur le CV, social voilà. washing n'est jamais loin. Voilà, tu vois, enfin, ce truc de dire, c'est pas accessoire, en fait, ça doit être central, quoi, dans une vision de l'économie française et internationale. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je te rejoins quand même un peu, c'est qu'il faut, en vrai, la Ve République, elle est délétère en l'état. On a besoin de passer à une 6e République. Sous quelle forme, je ne sais pas, parce que moi, j'ai pas bossé le sujet, tu vois, à fond dans les détails. Mais oui, on a besoin d'un régime qui sorte de l'hyper-présidentialisation pour avoir peut-être plus de diversité, plus d'accords aussi, enfin une culture finalement du parlementarisme et du compromis. Et c'est ce que je te disais, nous en France on l'a pas du tout, quoi. C'est les gens restent campés sur leur position et la notion d'aller chercher des majorités à droite à gauche, ça n'existe pas. Et puis on n'a pas de garantie que même si une présidente écolo, on va donner cette version-là, et une fois élue, elle se retrouverait pas enfermée par les institutions de ce régime-là. Oui, et moi c'est aussi un peu mon inquiétude, c'est il y a le politique mais il y a aussi tout le technique. Et donc la place qu'on laisse à des services qui sont donc des hauts fonctionnaires qui sont là depuis très longtemps, qui sont formés à des écoles qui intègrent pas forcément pleinement les enjeux de la transition, ou en tout cas c'était pas le cas il y a 20 ans. Donc on va pas se mentir, c'est les hauts fonctionnaires qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. Et donc ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on change tout ça. Donc il y a s'investir en politique, s'investir dans l'ESS, mais il y a aussi s'investir pour être haut fonctionnaire. Moi j'aime bien le rappeler aux jeunes aussi, de se dire qu'il faut pas hésiter à considérer ça comme des carrières politique ou en tout cas politisée, bien sûr. Parce qu'on aura évidemment besoin, le jour où la gauche revient au pouvoir, de hauts fonctionnaires qui sont capables d'accompagner la transition et de le faire pleinement, quoi. Et rappelons que les transitions ne sont pas un objet défendu pour les gens qui se penchent plutôt à droite. Oui. Ou en tout cas à nouveau, tu vois, sur un truc un peu de greenwashing, de dire, je sais pas si t'as vu, mais récemment on a eu le gouvernement qui se vantait de la baisse 5,8%. Ouais, des émissions, et tu te dis mais attendez les gars, on parle de quoi, tu vois, qu'est-ce qu'on produit ici, qu'est-ce qu'on produit à l'extérieur, comment est-ce qu'on externalise notre pollution, qu'est-ce que ça veut dire en termes de pouvoir d'achat des familles qui peuvent pas se chauffer, enfin tu vois, ça pose plein de questions, et t'as un petit chiffre comme ça sorti de son contexte, bam, on en fait un énorme affichage, alors que dans les faits on se rend bien compte qu'il va falloir être beaucoup plus ambitieux en termes de transition écologique et économique, quoi. Et pas oublier aussi qu'on est le 6e pays le plus riche du monde, donc on a un rôle de modèle. Ouais, tout à fait. Et qu'on a historiquement énormément pollué, donc on a notre part à prendre. Bien sûr. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Merci Gilles. À bientôt. À bientôt.